Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce webinaire Schneider Electric Innovation Talk sur la sûreté des installations industrielles. Lors de cette réunion, ce webinaire, nous avons des experts de safety, de sécurité et de sûreté des installations industrielles, notamment Benoît Giberg, notre business developer, Maxence Prouveau, responsable marketing EcoStructure Machine, et Daniel Angy, responsable marketing EcoStructure Plant. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec Benoît Giberg qui va nous parler de sécurité et sûreté des installations industrielles. Bonjour à tous. Une petite vue sur l'agenda. Pour le déroulé de cette présentation, il y aura une première phase où je vais parler principalement des normes et puis de la façon dont Schneider, au travers de son expertise, peut vous accompagner. Et puis ensuite, nous ferons un petit focus sur les solutions avec quelques retours d'expérience. Et puis entre les différents chapitres, ce sera l'occasion aussi de prendre certaines de vos questions. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la sécurité fonctionnelle. On ne va pas parler de cybersécurité, on va vraiment se concentrer sur la sécurité des hommes, des machines, des process et de l'environnement, qui est quelque chose qui date maintenant un petit peu, mais qui va, en termes d'exigence, être de plus en plus croissant, simplement parce que nos sociétés ont une aversion au risque de plus en plus importante, et donc nous les industriels, on doit faire face à des contraintes réglementaires de plus en plus importantes. Donc je vais commencer avec un petit focus sur les normes et sur l'aspect, le contexte réglementaire qui régit nos activités. Donc, deux notions arrivent quand on parle de sécurité fonctionnelle, la notion de directive et puis la notion de normes, qui, je pense, doivent être bien distinguées. Donc, la directive, pour rappel, c'est une notion juridique, c'est quelque chose qui va venir du législateur. Donc, une directive, c'est un acte juridique au niveau européen qui va être par la suite retranscrit dans les réglementations et dans le droit national de chaque pays de l'Union européenne. Et donc, dans ces directives, on va retrouver des directives qui nous impactent dans nos métiers, donc en particulier la directive machine, et puis la directive Seveso, donc une qui est plus drivée par la circulation des biens et puis la sécurité des utilisateurs, donc qui achètent des machines, et puis l'autre qui est beaucoup plus drivée par un souci de protection de l'environnement. Donc, une directive, c'est quelque chose qui a un caractère obligatoire et quelque part, lorsqu'il y a une négligence, une défaillance, un accident, ça a des conséquences importantes, on va dire, pour les industriels, pour les end-users qui opèrent ces systèmes. Donc on peut avoir des conséquences qui vont être simplement administratives, ça va être des mises en demeure de systèmes, mais on peut arriver jusqu'à des sanctions pénales. Donc voilà, donc c'est un cadre auquel il faut être extrêmement attentif. Pour mettre en œuvre et pour respecter ce cadre, on va s'appuyer sur un certain nombre de normes. Une norme, elle n'est pas issue du législateur. Une norme, c'est quelque chose qui va être écrit par des comités d'experts qui se réunissent, qui vont quelque part réunir à la fois des compétences des clients finaux, qui sont les utilisateurs, qui sont les gens qui exploitent les systèmes, et puis de fabricants comme nous, qui fabriquons des constituants qui rentrent en compte dans les chaînes de sécurité. Donc la norme, elle, contrairement à la directive, elle n'a pas un caractère forcément obligatoire. L'application, elle est quelque part volontaire, elle est à l'initiative des intégrateurs systèmes, des constructeurs de machines et des end-users. Néanmoins, en matière de sécurité fonctionnelle, on a un certain nombre de directives qui sont dites harmonisées.
Et en fait, c'est là qu'elles vont être vraiment un outil de travail pour nous, c'est que le fait de respecter ces directives, ça va nous donner une présomption de conformité sur la directive. Donc, le fait de respecter la norme nous donne une présomption de conformité sur la directive machine. Donc dans les normes un petit peu clés qu'on va retrouver, on a une norme un petit peu chapeau qui est la 61508. Donc ça c'est une norme extrêmement générique qui va toucher tous les équipements électriques, électroniques programmables qui rentrent dans une chaîne de sécurité, ou qui vont avoir une fonction donc de sécurité des personnes. Cette norme-là, la 61508, c'est pas votre outil au quotidien pour vous, clients finaux qui exploitez les systèmes. Ça va être plutôt notre outil à nous qui concevons des produits. Vous êtes plutôt dans le cas d'utiliser la 62061 ou la 13849 si vous avez des procédés manufacturiers ou de la machine. Donc globalement, dès que vous avez plutôt des pièces en mobilité, ça va être ces référentiels que vous allez utiliser. Et puis, si vous êtes dans les domaines du process, de la chimie, vous allez plutôt vous appuyer sur la 61511. Alors, à côté de ces normes, qui la plupart du temps sont assez bien maîtrisées, il faut savoir qu'il y a moult autres normes. On va retrouver des normes sectorielles, c'est-à-dire que vient se rajouter aux normes précédemment citées des normes spécifiques si vous travaillez dans le ferroviaire, si vous travaillez dans le nucléaire, si vous êtes amené à faire des applications de protection incendie, vous allez avoir d'autres normes et d'autres référentiels à appliquer. À noter aussi dans les domaines de la machine ou de certains équipements viennent se rajouter aux normes génériques de sécurité précédemment citées, des normes pour des équipements bien précis. Donc on va retrouver des normes pour les presses hydrauliques, des normes pour les ascenseurs. Donc on voit, il y a vraiment, en gros, on compte plus de 500 normes dans le domaine de la sécurité fonctionnelle. On va retrouver aussi des normes plus élémentaires lorsqu'on doit mettre en place des dispositifs, une commande bimanuelle, un arrêt d'urgence. Tous ces éléments-là, tous ces composants sont aussi référencés et ont leurs normes qui va régir à la fois leur conception et à la fois le cadre de leur mise en œuvre. Donc on voit qu'on a finalement un contexte et un environnement réglementaire assez étoffé et quelque part pour travailler avec dans cet environnement-là, nous Schneider, on va être en mesure d'apporter un certain nombre d'expertises. Donc c'est ça que je vais vous présenter maintenant, c'est finalement comment Schneider Electric peut être à vos côtés, non seulement pour vous fournir un certain nombre de produits et de constituants, mais aussi pour vous accompagner globalement dans la démarche. Donc là, vous voyez sur ce slide, sur la partie gauche, un schéma que certains doivent bien connaître, qui est en fait le cycle de vie d'un projet de sécurité tel que décrit dans la norme 61511, donc plutôt dans les métiers du process, mais on retrouve le même type de diagramme côté machine. Et quelque part, ce qui est important, c'est de se dire que la sécurité fonctionnelle, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter à un moment donné. C'est vraiment quelque chose qui va toucher l'ensemble du cycle. Donc, en amont, on va être amené à faire une analyse de risque. On va être après amené à définir des fonctions de sécurité, à choisir du matériel, à s'assurer que ce matériel respecte bien le cadre et le niveau de performance attendu. Et puis, on va aussi retrouver des exigences quant à l'exploitation des systèmes. Le système, il ne s'arrête pas une fois qu'on l'a livré et l'exploitant, il va rester un acteur, il va avoir des opérations spécifiques de maintenance, des proof tests à assumer sur son système de sécurité. Donc, en termes d'accompagnement, chez Schneider, on va retrouver une équipe un petit peu dédiée à ces métiers, constituée d'une dizaine de personnes qui vont être certifiées, donc soit des certifications TÜV, soit des certifications Qualifiel, et qui vont permettre d'aborder un certain nombre de sujets.
Donc typiquement, nos interventions, ce n'est pas forcément des interventions qui vont chaque fois couvrir l'ensemble du cycle, mais ça va être potentiellement des prestations à tiroir. Donc on va pouvoir intervenir donc, sur l'analyse de risque, sur le calcul, tout ce qui est note de calcul, de niveau SIL, de niveau de PL, sur le choix du matériel, sur des sujets aussi d'optimisation, parce qu'il y a un certain nombre de cas où la mise en place d'un système de sécurité, s'il est mal calibré ou sur lequel on fait de la surqualité parce que quelque part on a du mal à réellement appréhender le contexte normatif, on peut avoir des surcoûts, hein, parce que mettre en place un système de sécurité, c'est potentiellement doubler des capteurs, doubler des actionneurs, et donc là, ça nous arrive d'intervenir simplement pour chercher de l'optimisation dans le système. Le cycle de vie d'un système de sécurité, c'est tout un ensemble d'exigences documentaires. La 61511, quand on lit cette norme, on s'aperçoit qu'il y a énormément de sujets qui concernent à la fois l'organisation, et puis à la fois l'aspect documentaire. Donc que ça soit en process, mais aussi en machine, au travers des dossiers machines, on retrouve aussi des exigences importantes. On intervient aussi en conseil lors de rénovation. Il est assez classique que les gens, ils ont des systèmes qui peuvent être relativement anciens. Ils sont amenés à rénover une partie de leur système, à faire le revamping de l'automate process. Et va se poser quand même la question dans ces moments de savoir si on a un impact ou pas d'impact sur la sécurité en place. Va se poser la question de savoir si finalement il faut faire une mise aux normes, pas de mise aux normes, quel était le référentiel de cette machine qui a plus de 15 ans. Et donc là aussi, on peut amener une expertise, faire des analyses et mener donc des études d'impact dans ces phases-là. On peut aussi amener les clients qui font des machines, alors souvent ça concerne des machines dangereuses, on peut les accompagner dans des processus de certification. On apporte aussi, alors là c'est souvent des accompagnements des intégrateurs, même si on ne fait pas la totalité d'une affaire, d'un projet avec la programmation, il peut arriver que un intégrateur n'a pas tout à fait les capacités de mener un projet de sécurité. Parce que c'est pareil, dans la 61511, il y a des obligations en termes de compétences, de formation. Dans certains cas, pour atteindre certains niveaux de SIL, il faut à la fois des personnes spécifiques qui vont faire l'implémentation et la conception, mais il faut d'autres personnes pour faire la vérification. Et dans ces cas-là, des petites structures, elles sont peut-être pas à même de porter cette garantie-là. Et donc nous, on va amener cet œil extérieur. Et puis en transverse aussi, on est capable d'amener des éléments de formation. Donc dans les slides suivants, je vais donner quelques exemples et quelques approches qu'on peut avoir. Donc j'ai deux exemples de choses qu'on est capable d'amener, d'expertise qu'on est capable d'amener sous la forme d'assistance en ligne. Et puis on parlera après d'expertise dans un mode projet avec des experts qui se déplacent sur vos sites industriels. Donc, à savoir qu'au travers de nos services en ligne que vous utilisez sûrement pour avoir de l'assistance sur nos produits, on est capable d'avoir des experts qui peuvent vous assister spécifiquement sur le choix du matériel et sur l'interprétation normative. Alors ça, la plupart du temps, ça concerne principalement plutôt la sécurité machine avec tous les constituants, ça peut être les relais Préventa, les contrôleurs de sécurité, les capteurs, les barrières immatérielles. Donc on va amener de l'expertise pour vous aider à choisir finalement dans un catalogue qui est très étoffé les bons constituants. Parce que choisir ces constituants, ça demande quand même une expertise. Si vous êtes amené à choisir ne serait-ce qu'un protecteur à interverrouillage, quelque part derrière cette fonction-là, il y a une norme avec des exigences, donc dans ce cas-là, c'est la 14119. Vous, peut-être la connaissez, peut-être que vous la maîtrisez, peut-être pas.
Et donc là, on va avoir des gens qui vont vous aider à choisir soit des solutions mécaniques, soit des solutions sans fil, codées ou non codées. Donc ça, c'est une assistance qui est tout à fait possible en ligne. Autre type d'assistance qu'on va retrouver en ligne, c'est ce qu'on appelle le coaching Systema. Alors d'abord un petit mot sur Systema. Donc là on est plutôt dans de la sécurité manufacturière, manufacturière machine, avec un cycle de vie dans lequel on va d'une part définir des fonctions de sécurité suite à une analyse de risque. On va fixer un niveau de performance à atteindre, ce qu'on appelle le niveau de PL ou le niveau de SIL. On va choisir ses constituants et puis ensuite on doit faire la note de calcul qui démontre que les constituants qu'on a choisis et la façon dont on les met en œuvre répond bien à ce niveau de PL, à ce niveau de SIL. D'accord. Pour ça, on utilise un logiciel qui est relativement, dans le monde machine, universel, qui est un logiciel qui n'est pas un logiciel Schneider, qui est un logiciel gratuit, qui s'appelle Systema. Et nous, constructeurs, donc Schneider, nous fournissons une bibliothèque qui va s'intégrer dans ce logiciel et qui amène toutes les caractéristiques, les MTBF de nos produits, leur taux de couverture de diagnostic, qui vont permettre de mener les calculs. Donc Systema, c'est un logiciel très populaire, néanmoins, son utilisation demande un certain niveau d'expertise. Et donc là, ce qu'on propose, c'est qu'à distance, via une prestation qui peut aller de 1 à 2 heures, on va coacher vous ou vos collaborateurs pour utiliser ce logiciel. On va leur rappeler des fondamentaux sur le logiciel et puis on va faire ensemble un calcul sur une ou deux boucles. Alors bien sûr, ce genre de prestation, il n'a pas vocation à traiter les 50 boucles d'une ligne. C'est quelque chose qu'on va appliquer à une ou deux fonctions. Voilà, ça fait partie des prestations qu'on sait faire à distance. Maintenant, je vais vous parler des prestations qui vont arriver un peu plus dans un mode projet. Précédemment, on avait vu un petit peu toutes les briques sur lesquelles on peut intervenir et qu'on est capable d'intervenir à différents niveaux du cycle de vie d'un projet de sécurité. Là, je vais prendre un exemple où on a travaillé en collaboration, où le client final nous a fait intervenir spécifiquement en collaboration avec un organisme tiers de contrôle. Donc l'exemple, c'est c'est une usine d'alliage à base de silicium. Le contexte, il est celui-ci. C'est une usine qui, au travers de sa production, génère un certain nombre de poussières qu'on appelle des hyperfines et qui ont la caractéristique d'être extrêmement explosives. Et on a un procédé qui permet effectivement un recyclage, une exploitation de ces hyperfines, qui est basé sur une zone chaude, une zone froide, avec un four à électrode, et puis une zone froide où on manipule plutôt la matière. Le contexte qui est particulier, c'est qu'en fait ce procédé, il a été constitué par un assemblage d'équipements qui ont été récupérés d'autres sites de production, ce qui arrive chez des clients finaux. Il arrive que d'un site à l'autre, dans des grands groupes, on puisse récupérer des parties de procédés et le client final, quelque part, a assuré à monter son installation à partir de ces sous-ensembles. Mais quelque part, en faisant ça, il devient un petit peu le fabricant de la machine. Il est à considérer un peu comme le fabricant et du coup, derrière, ça veut dire qu'il a un certain nombre d'obligations. Et une de ces obligations, ça va être effectivement de détenir le dossier technique de la machine. Alors, procéder, là sur le slide, on voit procéder au marquage CE. Ça, c'est pas forcément le cas parce qu'il ne va pas être dans un schéma, lui, de commercialisation de sa machine. Mais par contre, le dossier technique de la machine, ça, c'est quelque chose qu'il va devoir mener. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur ce procédé,
on va dire qu'il y a eu un accident. Du coup, l'inspection du travail est intervenue. Elle a commandité un organisme tiers de type Bureau Veritas, APAV, un rapport. Donc nous, on n'est pas intervenu à cette étape-là. Le rapport a recensé un certain nombre de non-conformités, a fait un très beau rapport de plusieurs centaines de pages. Et à partir de là, au client de mettre en œuvre les actions correctives. Et c'est là qu'il a fait appel à nous pour justement, à partir finalement de ces non-conformités qui ont été identifiées, concevoir les fonctions de sécurité, déterminer les niveaux de PL, vérifier qu'on atteint bien le niveau de PL. Lui a gardé la partie programmation. On aurait pu aussi faire la programmation, mais on va être vraiment sur des prestations où on va s'adapter, être capable de faire, de composer la prestation par rapport à vos attentes. Donc voilà un petit peu cet exemple de prestation d'expertise en mode projet. Autre élément en termes d'expertise qu'on peut vous apporter, c'est l'aspect formation, qui est dans le cadre de la sécurité une exigence fondamentale et importante. Et donc, c'est important quand même de rappeler que au niveau des normes de la 61511, en particulier des normes process, on a un certain nombre d'exigences qui sont exprimées. Donc elles ne sont pas exprimées en disant que pour programmer un automate de sécurité, il faut aller faire la formation chez le constructeur. Elles sont on va dire exprimées de façon plus implicite. On vous demande d'être capable de démontrer votre niveau de compétence. Et ce niveau de compétence, il est variable suivant ce que vous êtes amené à faire. Si on considère que vous faites simplement de la programmation, quelque part, une formation sur la mise en œuvre de l'automate sera suffisant. Si maintenant vous êtes amené à travailler sur un dossier machine, si vous êtes amené à travailler sur une analyse de risque, c'est là que des niveaux d'expertise supérieurs seront nécessaires. D'accord. Globalement, on a plusieurs types de formations chez Schneider Electric. On a évidemment des formations qui sont orientées sur l'utilisation de nos produits. Donc, comment on va programmer un 580 safety, comment on va programmer un automate Triconex. Et puis, on a aussi des formations qui sont plus orientées sur cet aspect organisationnel, dossier machine. Donc, on a une formation orientée réellement sur la création du dossier machine et sur la maîtrise des normes machines, donc 13849. On a des formations sur l'utilisation du logiciel Systema. Et puis, sur la partie process, on a des formations, parce qu'on a des formateurs qui sont qualifiés, formateurs qualifiés. Donc, on a un partenariat avec l'INERIS sur ce sujet-là. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon des prestations qu'on est capable de vous apporter. Avant de passer, on va dire un peu plus aux solutions techniques, on peut éventuellement prendre des questions s'il y en a. Il y a quelques questions, Benoît. Je vais tout de suite lire ces questions. La première question, c'était... je notais. Pour une application de sécurité, le calcul du niveau de SIL ou de PL est-il suffisant pour valider la conformité du système? Alors, les notes de calcul qu'on est amené à faire pour les niveaux de SIL ou les niveaux de PL, c'est quelque chose qui est indispensable, mais qui n'est pas suffisant en soi. C'est-à-dire que ces calculs-là, ils sont là pour qualifier et pour se prémunir contre les défaillances aléatoires du matériel. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que les composants que vous allez mettre dans votre chaîne de sécurité, ils ont un certain nombre de qualités, ils ont un certain nombre de redondances, ils ont un certain nombre de diagnostics internes qui conviennent à l'application de sécurité que vous souhaitez faire. Mais à côté de ça, à côté de ces défaillances, il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances systématiques, qui elles vont être plus liées aux bugs, aux erreurs de conception. Et ça, le seul moyen quelque part de les pallier, c'est de rendre plus robuste l'aspect organisation, l'aspect documentaire, l'aspect organisationnel. Donc, quelque part, la partie calcul
c'est une chose importante, mais à côté de ça, il y a énormément d'autres éléments. Le logiciel, l'organisation, la documentation, etc. etc. Encore une autre question, ça peut être aussi une question liée vraiment à nos équipes R&D. Ouais. La question c'est, à quel moment intégrez-vous les contraintes de sécurité, donc Functional Safety, dans la conception de hardware et software de vos produits? Alors des produits, il y a des produits qui sont purement des produits de sécurité. Donc là, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que quand vous concevez un relais Preventa, forcément, de toute façon, vous savez que vous allez faire un produit de sécurité. Quand on va parler des automates, par exemple du 580 Safety, c'est aussi quelque chose qui est pris en amont. Alors dans le cycle, on va dire, de développement et le cycle R&D d'un produit de sécurité ou d'un automate de sécurité, quelque part, si on veut qu'il remplisse des fonctions de sécurité, au tout départ, on va faire ce qu'on appelle un safety concept qu'on va commencer à faire valider par le TÜV. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le processus de certification des produits via des organismes tels que le TÜV, ce n'est absolument pas quelque chose qui arrive à la fin. C'est-à-dire, c'est pas Schneider conçoit le produit, fait toute l'électronique et puis arrive à la fin, va voir le TÜV et dit est-ce que ce produit y convient. En fait, c'est quelque chose qui est pris très en amont et déjà les premiers concepts. Pour le 580 Safety, on a commencé à faire valider au TÜV si au niveau des processeurs, des types de mémoire qu'on allait intégrer dans le produit, on allait être OK ou pas OK pour plus tard pouvoir intégrer la safety dedans. Donc les exigences en fait sont définies tout en amont. Voilà. L'équipe marketing et après... Alors, le marketing, lui, il est là pour dire ce que veut le client, d'accord. Donc ça, c'est une entrée. Et puis après, on va travailler avec le TÜV, parce que le TÜV, lui, s'occupe pas trop de ce que veut le client. Lui, il va s'occuper de la conformité par rapport à la 61508. Quand on a parlé des normes chapeau, quelque part, c'est ça qui va être notre référentiel à nous, qui va nous obliger à prendre tel ou tel composant, tel ou tel choix de solution électronique pour mettre en œuvre le système. Merci Benoît. Je pense qu'on va continuer maintenant. Si on a des autres questions à la fin de la session, on va répondre à cette question. Merci. Pas de problème. Donc, je laisse la main à Maxence. Donc, bonjour à tous, Maxence Provost, donc je suis gérant d'offre sur la partie machine et entre autres sur la partie sécurité machine. Donc, on va voir ensemble les différentes solutions qu'on peut vous proposer. Donc déjà, dans les offres Schneider, vous retrouvez l'ensemble d'une chaîne de sécurité. Donc là, on est sur par exemple, un exemple d'application. On a la partie acquisition des informations. Donc cette acquisition des informations de sécurité, on peut le faire à travers de nos barrières immatérielles, des boutons d'arrêt d'urgence, des boutons double commande, typiquement pour les presses, ou aussi sur nos IHM sur lesquels on peut avoir des arrêts d'urgence. Donc ça, c'est plutôt la partie d'acquisition des informations. Ensuite, on a la partie surveillance. Surveillance, parce que quand on a un arrêt d'urgence, il faut être sûr de l'action qu'on va avoir derrière et comment traiter le système. Donc là, on a différentes possibilités. Donc ça peut être par intermédiaire d'un Preventa, d'un XPS, d'un relais de sécurité, qui peut être intégré accessoirement sur le contrôleur directement. On a aussi la possibilité d'avoir des solutions beaucoup plus compliquées avec de la sécurité modulaire ou la sécurité configurable, et aussi avec de la sécurité sur le 580 de sécurité, qui va permettre de traiter l'ensemble de la chaîne de sécurité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette chaîne de sécurité? Il faut pouvoir arrêter le process ou arrêter la machine, et là on a différentes possibilités. Ça peut être un simple contacteur T10 par exemple, ou de la variation de vitesse avec nos Altivar, ou notre Motion via du Lexium. Sur tous ces produits, on a deux entrées de sécurité, on appelle les Safe Torque Off, qui sont doublées pour être SIL 3. Next. Donc si on reprend l'ensemble de ce traitement de l'information, on a à la fois le côté sécurité machine que vous a montré Benoît, avec l'IEC 13849, et vous avez aussi donc avec toutes les offres plutôt Preventa, plutôt relais, contrôleur modulaire, solution machine, et même sur le 580 de sécurité, on peut faire de la machine, après, donc pour l'arrêter correctement. Ensuite, on a une deuxième partie plutôt sur le process, donc plutôt l'IEC 61511, avec 580 de sécurité et redondant. Donc là, on est sûr d'arrêter d'un process d'une manière sûre.
et apprendre à la continuité de service au travers des offres triconnexes, où là, il faut absolument que l'automate de sécurité fonctionne quoi qu'il arrive. Donc vous avez vraiment cette offre complète du contacteur jusqu'au système le plus performant. Quand on revient sur l'offre un peu plus prosaïquement des relais de sécurité, donc les relais XPS U, donc U pour universel, donc là on a différentes fonctionnalités. Donc on sélectionne sur les petits commutateurs la fonction qu'on veut utiliser pour définir la sécurité de votre machine. Donc là vous avez différentes possibilités suivant l'XPS UAT, UAK, et puis ensuite vous avez aussi de l'extension que vous allez directement plugger sur le Préventa de façon à avoir plus d'entrées-sorties de sécurité. En 5 valeurs, ce nouveau Préventa, c'est toutes les fonctions qui sont sélectionnables sur le Préventa. Donc ça permet d'avoir moins de références dans votre magasin. Le deuxième, vous avez une sortie intelligente. En fait, c'est une sortie pulsée à autour de 50 millisecondes. Donc, en fonction des créneaux qu'elle vous envoie sur un petit laps de temps, vous savez dans quel état est votre Préventa. Il n'y a pas de bus de terrain, c'est juste un pulse à 50 millisecondes, donc c'est un pulse lent, entre guillemets. La troisième valeur, c'est qu'on n'a plus que 2 références, soit c'est du 24 volts continu alternatif, soit c'est du 48 à 240 volts. Donc, ça permet encore de réduire le nombre de références par rapport à l'offre standard. Les borniers sont tous détachables, amovibles ou à ressort ou à vis, donc ça permet de faire de la maintenance beaucoup plus rapide. Enfin, le connecteur sur la droite permet de rajouter des fonctions de sécurité sans devoir câbler ces entrées-sorties supplémentaires. Après, sur la majorité de nos offres, vous retrouvez le QR code qui permet d'avoir des informations directement en vous en donnant directement sur la page du produit. Donc là, on peut voir la réduction des références que vous pouvez observer. Donc avec les anciens XPS, donc les XPS AF, vous n'avez plus qu'une référence qui va couvrir 3 références. Vous retrouvez aussi la même chose pour d'autres références, avec à chaque fois, dans 95% des cas, on est beaucoup plus petit que l'offre qu'on avait traditionnellement. Donc vous avez à la fois un gain en nombre de références et à la fois un gain dans votre taille de coffret, voire d'armoire. Daniel ? Vous parlez du 580 Safety. Comme vous avez dû le voir sur les précédents slides, le 580 Safety permet d'adresser des applications Safety aussi bien concernant les applications machines que pour le process. Il a donc, grâce à sa double certification qui vous a été présentée tout à l'heure, le 580 a la particularité de faire de la command safety. C'est la possibilité d'intégrer aussi bien l'automatisme standard, parce qu'il y en a toujours un peu à réaliser, et également la partie safety proprement dite. Et donc ça vous permet véritablement d'optimiser les configurations au juste besoin. Alors, cette année, il y a eu la nouveauté par rapport c'est une extension de l'offre M580 Safety. C'est au-delà du traitement avec les cartes d'entrée-sortie Safety intégrées dans les racks. On a également la possibilité d'étendre grâce au bus Ethernet et avec le protocole CIP Safety, d'adresser également des équipements qui sont distribués sur une large surface autour de la machine, par exemple, ou sur une ligne de process. Et ça vous permet d'adresser, par exemple, de sécuriser une communication vers un robot, par exemple, vers d'autres équipements de sécurité, comme une serrure de verrouillage qui protège d'une enceinte ou manipule, à exemple, des robots. Ou bien adresser des entrées-sorties de sécurité et d'autres équipements de sécurité tiers, par exemple, puisque CIP Safety, c'est un protocole qui est utilisé par de nombreux constructeurs. Et de cette manière, on peut tout à fait optimiser les architectures. Donc ça, c'est pour les environnements simples UC. Et à droite, vous avez également une architecture plutôt dédié process, puisque vous avez la redondance. Donc, en plus de la sécurité, vous avez également la disponibilité
qui vous permet d'augmenter effectivement la disponibilité du process et éviter des arrêts intempestifs ou des arrêts qui seraient trop coûteux pour le process. Donc vous augmentez la disponibilité grâce à cette redondance en plus de la safety. Et donc une double certification safety. J'ajouterais également, bien qu'on l'ait annoncé au début, on ne va pas parler de cybersécurité dans ce webinaire, mais néanmoins, le 580 Safety est également certifié cybersécurité. Et ce que je voulais annoncer aujourd'hui, c'est une nouvelle tout à fait récente. Nous avons désormais l'ensemble de la gamme M580 qui est certifié CSPN par l'ANSSI, donc l'organisme aujourd'hui qui a en charge la cybersécurité au niveau de la France. Et donc aussi bien que les CPU standards, safety, redondante safety, toutes ces CPU sont certifiées par l'ANSSI. Et donc également un dernier point, nous avons au-delà de la couverture complète des applications avec le 580 Safety, on a un unique outil logiciel qui est donc Control Expert, c'est le nouveau nom de Unity Pro que beaucoup de nos clients connaissent, qui permet d'adresser toutes ces applications, un seul outil logiciel. Alors maintenant qu'on a vu la partie produit, on va vous dire le retour d'expérience qu'on a pu faire avec les différentes offres. Et afin de répondre à vos questions aussi, il y a une petite question dans le chat, c'est un petit sondage, et pour savoir un peu votre avis sur les applications que vous faites le plus. Donc quel est le type d'offre que vous utilisez le plus? Là, vous pouvez y répondre directement dans le chat. Alors, de cette attente, il y a une question pour les experts. Je vais laisser deux questions, en fait. La première question, que proposez-vous pour réaliser la consignation électrique dite low-toto, donc lockout, tagout and tryout, où il faut vérifier l'absence de tension. Alors, attention, parce que la consignation électrique, bien c'est la sécurité des perfs. Alors, la consignation électrique, c'est du domaine de mais on n'est plus dans la sécurité fonctionnelle, d'accord, hein. On est dans les normes et les référentiels des installations électriques, d'accord. Donc là, on n'est pas tout à fait sur le même sujet. Donc après, on pourrait revenir avec les gens plus de distribution électrique, mais c'est pas tout à fait le même domaine en fait. On va revenir, oui. Certainement avec un email, on va vous contacter pour venir sur les sujets. La deuxième question, c'était ATEX est-il considéré comme une norme? Quel type d'expertise offre vous proposez chez Schneider Electric? Alors là, ATEX c'est pareil, hein, ATEX c'est pas proprement parlé dans la sécurité fonctionnelle. Par contre, effectivement, c'est une norme qui est liée à l'aspect environnemental, d'accord, hein, et explosif. Donc typiquement là, au niveau produit, on va avoir un certain nombre de classifications. Donc si on prend par exemple le 580 dont on a parlé, on a des classifications zone 2, zone 22, gaz, poussière, d'accord. Après, en termes de solutions, la plupart du temps, si on veut aller dans des zones, on va dire zone 0, des zones proches des zones explosives, on va devoir associer nos produits à des barrières, un certain nombre de barrières pour faire ce genre de choses. Donc on a un certain nombre d'expertises là-dessus. Maintenant, c'est un petit peu à côté de la sécurité fonctionnelle aussi. D'accord. Voilà les deux questions. C'est des sujets connexes. Voilà. Et on continue avec les présentations et les résultats. On a vu que 75% sur les relais. C'est un miracle. 25% sur les automates. Oui, c'est plus commun, c'est normal après. C'est ça. On va revenir sur les questions. Il y a encore des autres questions qui arrivent. Et donc voilà, je laisse la main à toi. Donc maintenant qu'on a vu un peu les différentes possibilités pour l'aspect norme, l'aspect formation, l'aspect support, après partie sur la partie des produits, là on présente quelques solutions qui ont été mises chez des clients.
Donc sur celle-ci, vous avez même le lien YouTube qui permet de visualiser ce qui a été vendu. Donc là, on est sur une solution non pas à base de Préventa, mais à la base de contrôleur de sécurité, qui est le fameux XPS MCM, qui, quand on a plus de 2 ou 3 relais de sécurité, ça vaut vraiment le coup de passer sur un contrôleur de sécurité pour 3 raisons. La première, c'est la communication. Vous avez directement la communication avec votre automate, quel que soit le bus de terrain. La deuxième raison, ça vous donne de la flexibilité. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut avoir des fonctions qui sont un peu plus complexes à faire avec du fil. Là, vous avez juste à relier vos capteurs et vos actionneurs, et ensuite ça traite l'information. Et puis la troisième, c'est au niveau du coût. C'est parfois moins onéreux de prendre un contrôleur que de prendre 3 relais de sécurité. Donc ça donne vraiment une architecture qui peut être vachement intéressante. Et puis quel que soit le bus de terrain, on a les cartes qui vont s'adapter dessus. Donc dans cette offre et dans cette success story, c'était pour sécuriser un îlot robotisé. Donc sur cet îlot robotisé, il y avait plusieurs capteurs de présence, entre autres des barrières et matériels, et il fallait sécuriser cette zone. Donc là, on l'a fait au travers de l'offre XPS MCM. Donc ça permet d'avoir cette sécurisation entre les robots et les opérateurs. La deuxième success story, c'est une autre type d'architecture. C'est basé sur notre offre PyDrive 3, qui est une offre plutôt orientée motion, donc pour tout ce qui est profil de cam, tout ce qui est vraiment machine complexe. Alors on a à la fois le côté information digitale ou analogique de sécurité ou non, donc que ce soit en IP20 ou en IP67. Donc ça permet d'avoir des entrées analogiques, des entrées digitales, des entrées de comptage. Et ces informations, on va les traiter directement dans l'offre au travers du contrôleur de sécurité, le SLC, et l'automate, le PyDrive. Ça, c'est une première approche. Et la deuxième, c'est la partie sécurité fonctionnelle sur la partie motion, sur la partie commande d'axe. C'est-à-dire qu'on va surveiller et on va garantir la sécurité des opérateurs en ayant des fonctions de sécurité motion. Donc vous avez la fonction la plus connue, c'est le SOS, pour être sûr qu'on soit bien à l'arrêt. Après, vous avez les fonctions type SS1, SS2, qui permettent d'avoir un freinage contrôlé et surveillé, et après suppression ou non de la puissance, SS1, suppression de la puissance, SS2, on va le garder. Mais vous avez aussi du SLS, donc du Safety Limit Speed, qui permet de savoir, quand vous avez votre armoire qui est ouverte, de ne pas aller à une vitesse supérieure qu'à ce qui a été défini. Vous pouvez aussi sécuriser une vitesse maximum, vous pouvez aussi sécuriser une direction. Donc vous avez tout ce système-là qui est embarqué dans les fonctions de sécurité avec le PyDrive. Application avec le M580 Safety. Ici, c'est une application de l'industrie papetière. Vous avez sur votre droite visualisé une ligne de fabrication. Et là, l'objectif, c'était de sécuriser l'accès, le contrôle d'accès à cette ligne, puisqu'il y a quand même un certain nombre des zones dangereuses. Et donc, avec le 580 Safety, on va pouvoir intégrer toutes les fonctions de sécurité que vous voyez représentées sur votre droite. Il y a toute une liste de possibles. On peut également intégrer tout autre automatisme standard grâce justement à la Common Safety, avec cette possibilité de mixer aussi bien l'automatisme standard que la sécurité dans le même automate. Et on a un certain nombre d'avantages ici, grâce à la standardisation de PLC Open, donc tous ces blocs standards de sécurité qui sont ici implémentés pour le 580 Safety et qui sont aussi certifiés par le TÜV, bien entendu. Vous allez pouvoir utiliser très facilement tous ces blocs, et donc ça permet aussi d'avoir au niveau des compétences, de gérer au mieux les compétences des personnes qui sont susceptibles d'intervenir. Et puis, avec un unique outil de programmation, vous allez pouvoir aussi simplifier l'accès à cet outil, et donc gérer de façon optimisée toute la partie formation notamment. On a également une certaine polyvalence grâce à cette double certification, aussi bien machine que process. En l'occurrence ici,
on avait besoin de la certification machine, mais il y a également la partie process qui est possible d'utiliser sur d'autres types de process qui pourraient être présents dans l'usine. Hein. On a le process, soit le shutdown du process en lui-même, ou bien la gestion du brûleur, par exemple, ou le feu et gaz, lorsque ça existe également. Et donc, on peut gérer la solution en gérant la sécurité de façon de-energized ou energized. Donc, de-energized pour, par exemple, stopper un dispositif ou bien pour en lancer un. En l'occurrence, ça peut être les lances à incendie, par exemple, pour s'il faut déclencher donc un dispositif de ce genre-là. Autre avantage, c'est l'optimisation des interventions grâce à la possibilité de modifier le programme en run sans arrêter l'automate. Donc ça permet d'avoir vraiment une disponibilité accrue. Ça permet aussi bien de simplifier, de réduire les temps de mise en service. Ça permet de faire des modifications plus rapidement et éventuellement aussi de les tester, de les mettre au moment de la mise en service. Mais par la suite aussi, lorsque le process est opérationnel, vous pouvez apporter des modifications sans l'arrêter. Donc ça apporte une meilleure disponibilité côté process. Alors, on a parlé de modifications programme, mais on peut aussi faire des modifications hardware grâce à la fonction CCOTF. C'est un mot un peu barbare, mais qui signifie tout simplement des modifications hardware à la volée, si je puis dire, puisqu'on peut rajouter des cartes sans arrêter l'automate. Et donc, ça aussi, ça apporte plus de disponibilité pour le process. Et puis, on a également des fonctions de redatage qui sont intégrées de façon native. Et puis, on a aussi cette possibilité avec le CIP Safety que j'ai décrit tout à l'heure, c'est de pouvoir aussi aller chercher des équipements sur un bus sécurisé avec le protocole CIP Safety. Donc, un ensemble de fonctions qui sont vraiment très intéressantes pour optimiser les coûts dans toute la largeur du terme. Ici, une autre fonction, une autre application dans le domaine du process, justement, et là, il s'agissait de rénover un système propriétaire pour commander un brûleur. Et là, le client a trouvé intéressant de pouvoir réutiliser l'outil de programmation qu'il connaissait, en l'occurrence Control Expert, hein, c'était le nouveau nom de Unity Pro, puisqu'il avait déjà sur le site un autre automate de la même famille, le Moticon M340. Et là, le fait d'utiliser un automate avec le même outil logiciel, ça lui a permis aussi de faire des économies. Et en outre, à côté de la fonction proprement dite de commande du brûleur, il a pu aussi compléter par d'autres fonctions d'automatisme qu'il a pu intégrer dans l'automate en même temps, grâce justement à cette common safety. Donc on voit, il y a beaucoup d'avantages à utiliser tout ce schéma dans le 580 safety. Merci Daniel pour cette partie de différents retours d'expérience. Maintenant, on va passer aux foires questions. Donc, on a déjà quelques questions. Je vais passer à nos experts. Ceci dit, en ce moment, on lance aussi un sondage sur le retour que vous pouvez faire sur notre webinaire. Est-ce que vous êtes satisfait ou non? N'hésitez pas à répondre, s'il vous plaît. Et on attend aussi pour vos questions directement sur le chat. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Moi, je vais juste lire quelques questions qu'on a eues. Donc, sur une architecture safety, field bus, comment choisir le bon protocole? Est-ce qu'il y a des différences entre ProfiSafe, SIP Safety, etc.
C'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui, on est capable de transmettre des informations safety via de la communication entre un automate et des robots. Les protocoles dominants, ils ont été un petit peu cités. Il y a ProfiSafe qui va quelque part être la couche safety de Profinet, et puis SIP-Safety qui va être la couche safety d'Ethernet IP portée par l'ODVA. Donc nous, Schneider, nous implémentons donc dans le 580 la couche SIP-Safety. Alors à la question, est-ce que ces deux protocoles sont interopérables? La réponse est non, actuellement. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. SIP-Safety, il est intégré dans le 580 depuis le début de l'année, donc on a une connectivité qui nous est apportée de ce fait vers pas mal d'équipementières, des robots KUKA, ABB, Fanuc, Yaskawa, des scanners laser chez SICK, des contrôles de porte chez Euchner. Donc on a implémenté ça, mais effectivement, sur le marché, il reste encore un petit peu de la guerre des bus de terrain. Voilà un petit peu pour cette réponse. Donc moi, je vous invite forcément à choisir plutôt SIP-Safety. Je dirais que SIP-Safety, c'est quelque chose c'est un standard qui est quand même plus ouvert que Profinet, parce que Profinet, il est quand même assez connoté d'un seul constructeur qui a un environnement qui est un petit peu différent. Enfin, chacun pourra se faire sa propre idée, oui. Voilà. Aujourd'hui, SIP-Safety, en termes de constructeurs, ça va être porté par Schneider, mais par Rockwell aussi, Omron. Donc il y a un spectre assez large de manière générale dans l'ODVA. Et j'ai une question un peu plus perso, donc attention, entre ces différents protocoles, comment on trouve Ethercat? Alors après, plus de machines. Voilà. Après, il y a un autre bus de terrain safety qu'on implémente chez Schneider, mais qui est plus orienté effectivement sur les applications motion. Donc typiquement sur l'application qui a été présentée quand on parle de safety motion, qui est Cercos 3. Safety et qui nous permet effectivement d'avoir des solutions. Alors là, on est sur des solutions un peu plus spécialisées, sur de la très haute performance, sur des axes synchronisés qui vont nous permettre de faire des fonctions de sécurité sur les variateurs motion pour faire des arrêts extrêmement contrôlés des machines, de façon à favoriser un redémarrage sans avoir cassé toute la mécanique. Juste pour rappel, le sondage continue, on a encore 1 minute qui reste, et aussi les prochaines thématiques que vous voulez qu'on aborde lors de nos webinaires. Le prochain webinaire d'ailleurs, c'est ce jeudi à 14 h, en partenariat avec Microsoft, sur la digitale, la gestion à distance de vos outils de production. Ça sera 14 h jeudi. Et donc, encore une autre question qu'on avait reçue. Est-ce que vous intégrez des fonctions de sécurité pour l'arrêt des moteurs dans les variateurs Altivar? Alors, il y a des fonctions, effectivement. Donc, classiquement, les variateurs, moi je ne suis pas le spécialiste variateur, mais je vais tâcher de répondre au mieux. Les variateurs ont des entrées de sécurité qu'on appelle STO, qui sont des entrées qui permettent de faire une fonction simplement arrêt roue libre. D'accord. Et puis sur les gammes ATV 900, ATV 340, on va retrouver aussi un module additionnel qui va permettre de faire des fonctions de sécurité plus évoluées, SS1, SLS, SMS, SBC, qui vont permettre quelque part de faire des arrêts contrôlés ou des contrôles des freins, des logiques de frein. Ok, Benoît. Et une dernière question. Je permettrai de préciser concernant justement la variation de vitesse, c'est que nous aurons la connectivité CIP Safety qui arrivera dans quelques mois. D'accord, ok.
Très bien. Donc ça veut dire que directement sur le communication, ils vont on pouvoir pourra gérer... avec le 580 Safety, on pourra commander l'altivar de façon sécurisée avec le protocole CIP Safety. Dans l'industrie, on sait que toujours avec les fils, on dit que c'est plus sécurisé. On n'est pas peut-être habitué tellement encore avec les communications. Est-ce que c'est le cas? Après, il y a un aspect de culture. On va dire que sur ces sujets-là, le manufacturier est sûrement un petit peu plus à même d'accepter ce genre de solution. C'est vrai que quand on va parler de safety process, quand on va être en chimie, on va être beaucoup plus sur des solutions câblées. On est encore beaucoup moins dans des aspects communication. D'accord. La dernière question, c'était sur Triconex. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre vos différentes gammes Triconex et M580S? Est-ce qu'on peut utiliser pour les applications process continu? Alors, les deux. Les deux peuvent s'utiliser pour des applications process continu. C'est-à-dire que, alors le Triconex naturellement, parce que lui c'est vraiment son cœur de cible, on ne va pas l'utiliser pour faire de la machine, mais le 580, il a effectivement ses certifications 61-511, mais on va pouvoir l'utiliser aussi pour faire du feu et gaz. D'accord, il a aussi les certifications qui vont bien, il sait faire de l'Energize to trip ou du de-energize, donc voilà des fonctions sur lesquelles on va démarrer des actionneurs comme action de sécurité, ce qu'on va retrouver dans le feu et gaz. Après, la différence entre ces deux offres, elle est vraiment liée à l'attente en termes de disponibilité. C'est-à-dire que le 580 Safety, effectivement, il se décline en CPU redondante depuis 1 an, 2 ans maintenant. Donc il apporte un premier niveau de disponibilité. En cas de défaillance d'une CPU, on va basculer sur l'autre et on ne va pas faire un shutdown. D'accord. Maintenant, le Triconex, là où il va beaucoup plus loin, c'est que lui, il va apporter aussi ses niveaux de disponibilité jusqu'à la carte d'entrée-sortie. C'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne est tripliqué, et donc là où vous avez une carte analogique, en fait, à l'intérieur de la carte, vous avez 3 circuits, 3 convertisseurs analogiques numériques. Donc on a vraiment une intégration de la disponibilité dans le Triconex qui va jusqu'à la carte d'entrée-sortie. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Plus un certain nombre de services, c'est-à-dire que cette carte, si elle est défaillante, si elle a une défaillance, non seulement on continue à fonctionner, mais en plus on est capable de venir la changer en mettant une nouvelle sans arrêter le procédé. Donc voilà, donc on est quand même dans des solutions haut de gamme, et voilà, la différence et l'enjeu, c'est vraiment cet aspect disponibilité. Après, il faut être aussi prêt à payer ce service. Ça veut dire que derrière, on a des enjeux en termes de process qui le justifient. Une dernière question avant de finir, de M. Stéphane de Quinter. Est-ce que le réseau ASI est un réseau sécurisé? Alors, le réseau ASI a sa déclinaison ASI Safe, et a une couche de sécurité. Par contre, c'est certains composants, d'accord, qui sont des composants de sécurité. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément de composants au catalogue de sécurité sur ASI. Par contre, on s'est interconnecté avec des systèmes ASI, typiquement le 580, justement via SIP Safety. C'est via des passerelles partenaires, donc chez Billy-Billman, il y a une passerelle qui permet de passer du monde Ethernet SIP Safety vers le monde ASI Safe. Okay. Et donc ça, c'est des applications d'ailleurs qu'on a déjà mis en œuvre. Ok. Je vous remercie pour être avec nous lors de notre webinaire, et je remercie à tous nos experts pour répondre aux questions et pour leur présentation. Merci beaucoup. Donc, qu'on dit juste avant 14h jeudi pour le prochain rendez-vous de Innovation Talk, qui va terminer en fait la saison, parce qu'on arrive à une période de moins de vacances et de vacances. Et on espère. Plus chanceux. Et donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.